représenté par le responsable PACA Philippe Akari. Absent ce soir, et désolé, il vient de me téléphoner comme quoi il était malade, le commissaire divisionnaire qui devait nous présenter son association L'Aiguillon. On a l'Alliance du Peuple représentée par son fondateur Bernard Claudel et Force Vive, représenté en force ce soir, par le vice-président, le général Emmanuel de Richouf, le directeur général Pierre-Louis Santos et le secrétaire général, l'amiral Christian Peña. Central, alors, pardon, autant pour moi. J'ai également invité les représentants locaux des différents partis. Seul le représentant de Reconquête, parti d'Éric Zemmour, a répondu favorablement. Je voulais remercier M. Christian Michel pour sa présence. La soirée va s'articuler de la façon suivante. Je vous ferai une présentation succincte des forces vives, puis céderai la parole à notre directeur pour conclure et échanger avec vous. Madame Anne-Marie Maussan nous expliquera les difficultés de l'assimilation des musulmans. Bonsoir. Le responsable PACA, Philippe Akari, nous présentera l'association Place d'Armes. Monsieur Bernard Claudel nous présentera l'association Alliance du Peuple. Pour conclure, nous donnerons la parole au général des banlieues, le général Emmanuel de Richouf, qui nous présentera également son dernier livre. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Permettez-moi de me présenter. Jean-Philippe Deck, 20 ans de service dans la LAT, pilote d'hélicoptère. Aujourd'hui, j'occupe les fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Je suis le représentant des forces vives pour le Var et je vais vous en donner le fondement. Je vais vous donner la tonalité des forces vives. Historiquement, les fondateurs de l'association ont œuvré pendant 4 années avant l'élection présidentielle de 2017 pour leur tête de liste. Cette équipe, qui s'était tant impliquée pour la victoire de M. Fillon, a décidé de créer Force Vive. Notre association se veut apolitique, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de politique politicienne. Nous recevons des têtes de liste et ce sont eux qui viennent piocher les idées dans notre doctrine. Force Vive est une association d'intérêt général, libre de rencontrer, d'échanger avec tout le monde et surtout, nous ne sommes liés à personne. L'étiquette politique prime sur les idées. Ce n'est pas notre raison d'exister. Nous menons des réflexions, proposons des solutions aux grands problèmes du pays. Nous sommes force de proposition et proposons notre doctrine à ceux qui veulent bien nous écouter, aux différents candidats des différentes élections. L'ambition de Force Vive est de créer autour de ces idées un courant de pensée que nous espérons majoritaire avec une échéance à 25 ans. Pour certains, cela peut paraître lointain, mais nous ne pouvons retrouver la quiétude dans notre France après ces 50 années de délitement en une seule mandature présidentielle. Comme des enfants gâtés, nos gouvernants successifs ont dilapidé nos joyaux. Pour ce faire, nos équipes travaillent d'une part sur le domaine de la réflexion sur différents sujets, et d'autre part à la promotion de nos idées et l'implantation des équipes sur l'ensemble du territoire. Il est temps pour moi de laisser la parole au directeur général des Forces Vives, Pierre-Louis Santos, qui va vous donner le fondement de nos convictions. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à nouveau merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. Donc on va le ranger, ça fera ça pour moi. Je ne sais pas si vous entendez.
Oui, vous m'entendez vraiment? Ah oui, la vidéo. Ah, la vidéo, pardon. Ah oui. Excusez-moi. Voilà. Donc moi je suis Pierre-Louis Santos, je suis Pierre-Louis Santos. Ça marche pas là. Si, il faut Si, ça marche. poser sur les lèvres. Faut le poser? Ah oui, comme ça. D'accord. Donc je recommence. Je suis Pierre-Louis Santos, j'étais capitaine de vaisseau dans la marine, puis chef d'entreprise en Suisse. Et ensuite j'ai été directeur général de la Manif pour tous, au moment des grandes manifs. Là. Et puis j'ai fondé une association ensuite avec Emmanuel de Richouf qui s'est occupé des banlieues pendant 5 ans, qui s'appelle Cap Jeunesse, qui existe toujours, qui s'est pas occupé des banlieues, mais des jeunes décrochés dans les banlieues, 18 à 25 ans. Et puis j'ai rejoint Force Vive au mois de juin dernier. Jean-Philippe vous a précisé les grandes lignes, vous a présenté les grandes lignes de Force Vive. Je vais souligner quelques points importants. La notion de 25 ans, évidemment, quand on regarde l'Assemblée, on se dit qu'aucun d'entre nous ne verra l'aboutissement de nos travaux. Mais on travaille pour nos enfants et nos petits-enfants, vous le savez. Et je pense que le grand problème de la France actuellement, c'est sa désunion. Et donc, il faut travailler à tout prix, et c'est l'objet de ce que nous faisons, à rassembler le maximum de gens sur des idées simples. Je vous lirai tout à l'heure notre texte fondateur, qui est beaucoup plus soft que ce qu'on aurait voulu y mettre, mais qui permet d'être accepté par tout le monde une fois qu'il est là. La réflexion, Jean-Philippe en a parlé, et le fait de partager avec qui veut. J'ai été interrogé tout à l'heure par M. Claudel, ici présent, qui me demandait est-ce qu'on est prêt à partager aussi avec eux. La réponse est oui. On n'a absolument aucune exclusive sur les gens avec lesquels nous partageons nos idées, c'est-à-dire qu'elles sont même pas en vente libre, en don libre. Voilà. La seule chose qu'on demande aux gens avec lesquels on partage, c'est d'être d'accord sur le texte fondateur. C'est pour ça que je vais vous le lire, pour qu'on soit bien d'accord. Notre devise principale, c'est l'union sacrée des compétences, parce que là aussi, on est en train de le voir avec un des grands partis qui se présente, on n'a aucune chance de sauver le pays si on n'arrive pas à faire travailler ensemble des énarques et des chefs d'entreprise au quotidien. Je caricature, il y a bien d'autres. Cette union sacrée des compétences, elle ne peut pas se décréter, elle doit se travailler jour après jour, pendant des années, pour qu'elle devienne une évidence pour tout le monde. C'est-à-dire que les uns comprennent comment fonctionne l'entreprise et les autres comprennent comment fonctionne l'État. La théorie qui veut qu'on fasse la société civile toute seule ne peut rien. Il n'y a pas dans les entreprises, personne n'est capable de faire de géopolitique, etc. Et inversement, aucun énarque n'est capable de vendre des allumettes. Donc il faut que tout ce monde-là travaille ensemble et écoute les problèmes et les solutions de chacun. C'est notre objectif. D'ailleurs, il y a un bon exemple actuellement, c'est le nombre invraisemblable de candidats à l'élection présidentielle. Ça montre bien que les gens sont incapables de s'unir. On pourrait les regrouper 3 par 3 sans aucune difficulté. Ils ont les mêmes idées, mais non. Ils veulent faire pipi pour marquer leur territoire. Donc, c'est pas très bon. Donc, le résultat actuel de nos réflexions tient en 3 textes. Je vais vous lire le premier, donc qui est le texte fondateur. Il était affiché tout à l'heure, il n'est plus, mais ça marche plus ça. Non. Alors, je vous le lis. C'est pas très long. Nous voulons un peuple de citoyens solidaires, partie prenante de la vie économique et politique de leur patrie et responsable de leur destin. Il faut pour cela une France prospère, par sa population active, par ses sources d'énergie durable, par son agriculture, son industrie et sa recherche. Toutes conditions de son existence et aussi de la capacité de l'accueil et d'assimilation. Une France qui s'adapte à la raréfaction des ressources, au changement climatique, capable de proposer des solutions aux défis qui se posent au monde, de combattre un mondialisme qui tendrait à servir en premier lieu des intérêts particuliers. Donc nous sommes clairement souverainistes. Une France éducatrice, juste, assimilatrice, fière de sa culture et de son passé et confiante dans son avenir. L'État-nation est la cellule de base de l'organisation mondiale. Nous voulons que la France perdure en tant que nation autonome et rayonnante. Une France forte, unie, souveraine pour ne pas être vassale. Voilà. Donc, je pense que si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise, mais c'est vraiment le fondement de la réflexion.
Alors, les textes, les trois textes dont on vous a parlé, ça c'est le premier. Le second, qui pour l'essentiel a été rédigé par Christian Pénillard, ici présent, c'est lui, amiral de son état ancien et rédacteur de son état nouveau, décrit point à point la liste des décisions qu'il convient de prendre pour réaliser la France que je viens de vous décrire. Donc c'est un travail très important qu'il a conduit. Donc je vais vous donner quelques exemples parce qu'on ne peut pas tout faire. Et il y a un troisième texte. Alors ces deux textes-là figurent dans un leaflet, je ne connais pas le mot français, ça s'appelait une plaquette avant, qui est là. Ceux qui veulent approfondir un peu ce qu'on va vous raconter ce soir peuvent en avoir, j'en ai une vingtaine avec moi. Vous y retrouverez le texte fondateur, vous y retrouverez les décisions dont je suis en train de vous parler et quelques autres sujets. Et la photo de notre président bien-aimé qui n'est pas là. Voilà. Donc, les décisions. Et le troisième texte qui va sortir sous forme d'un livre cette fois, dans les jours ou les semaines qui très, très bientôt, qui donc, à partir de la liste des décisions à prendre, dit comment on réalise ces décisions, la mise en œuvre. Donc c'est un travail très profond qui a demandé des mois de travail et on est content de le voir enfin sortir. Donc c'est un peu le mode d'emploi. Alors quand je vous disais qu'on travaille avec les gens qui veulent bien travailler, qui nous le demandent ou qui l'acceptent, on est par exemple en train de travailler avec l'équipe programme d'Éric Zemmour et on a choisi en commun 3 sujets qu'on est en train de développer. Le premier, c'est la comparaison entre son programme et nos textes, ligne à ligne. Donc c'est un travail que Christian fait, le même. Ensuite, un deuxième sujet qui est tout à fait intéressant, qui concerne le commerce extérieur. Vous savez qu'on a un déficit du commerce extérieur absolument colossal. Et M. Bayrou, pour une fois, a sorti quelque chose d'utile. Il a fait sortir par le secrétariat au plan la liste des 900 premiers produits qui composent ce déficit commercial. Donc on a une liste qui est à disposition, s'il y en a parmi vous qui le veulent, on vous l'enverra, avec les euros en face. Voilà. Et donc c'est une base de travail. Alors il n'y a que les produits, il n'y a pas les services, mais enfin quand même. C'est une base de travail tout à fait intéressante pour des gens comme nous qui sont souverainistes et qui rêvent de réimpatrier un certain nombre de productions. Donc ce document permet d'avoir une base de travail. Il faudra évidemment croiser avec ce qu'on appelle les produits dont on veut qu'ils soient souverains, pour choisir ceux qu'on voudra réimpatrier. Ensuite, il y aura un travail qui sera fait par des industriels pour dire comment on va fabriquer des allumettes à 2 têtes en France, etc. Vous voyez. Donc on ira jusqu'au bout de la logique et on trouvera une dizaine comme ça de productions à réimpatrier qui donneront une base de programme à la personne pour qui on travaille, qui est Éric Zemmour. Mais on va faire la même chose pour d'autres. Et le troisième sujet qu'on traite avec eux, c'est l'éventuelle rupture stratégique que présentent les armes hypersoniques, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est en train d'envahir le monde et qui inquiète beaucoup de gens. Il y a une course aux armements là-dedans, les Russes ont commencé en premier, les Chinois suivent de très près, les Américains sont en retard, les Indiens sont pas loin, et les Français pédalent un peu des pattes arrière, mais on aura quelque chose dans 2 ans. Voilà, paraît-il. Donc voilà un exemple de collaboration qu'on peut avoir avec n'importe qui, sur un sujet ou un autre, aux conditions que j'ai dit. Alors le dernier point que je vais souligner, et avant de répondre à vos questions si vous en avez, c'est la souveraineté. Alors la souveraineté, tout le monde est souverainiste actuellement, vous avez remarqué. Nous on a essayé, c'est pas encore complètement fini, mais on a essayé de définir de quelle souveraineté on parle. Donc on a baptisé ça la souveraineté 2.0, pour faire moderne. Et je vais vous la décrire en quelques mots. On a défini 3 niveaux de souveraineté. Les domaines dans lesquels on veut être absolument souverain, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de collaboration. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui est comme ça, c'est les armes nucléaires. Le second niveau, c'est les domaines dans lesquels on accepte de collaborer à condition que ce soit avec des gens dont on est à peu près sûr de la durabilité, de la durée de leur amitié avec la France. Un exemple, c'est Airbus. Il y en a d'autres comme ça. Et puis le troisième niveau, c'est celui qui est libre, pour lequel on ne s'occupe pas de souveraineté.
Ça implique, si on fait ça, de remplir les premières cases. Alors je vais vous donner quelques pistes de ce qu'on y met, mais ce n'est pas encore fini. On y met par exemple le droit. Voyez-vous, le droit européen actuellement prime sur le droit français. C'est inacceptable. Et donc ça fait partie des sujets qu'on veut absolument modifier. Le deuxième sujet, c'est le numérique. Le numérique qui est une des clés du présent et surtout de l'avenir. Mais imaginez ou faire croire aux Français qu'on peut être souverain dans le numérique, c'est un mensonge absolu. Donc il s'agit de définir, parce que c'est trop large, on n'a pas les moyens de le faire. Alors, il s'agit donc là aussi de travailler pour définir quel est le périmètre de ce qu'on veut avoir de façon souveraine. La santé, même raisonnement. La santé, on veut être souverain, évidemment. Là, on veut faire. Pareil, il faut définir ce qu'on veut absolument maîtriser et le reste. Bon, il y a comme ça l'éducation, enfin il y a un certain nombre de sujets comme ça sur lesquels on travaille pour essayer. Je pense qu'on arrivera à 4 ou 5, pas plus. Le niveau 2, il y en aura beaucoup plus, et le niveau 3 sera infini. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, une ou deux minutes, pas plus. Ou des remarques à faire. Il n'y en a pas? Bon, très bien. Donc, l'exposé était clair. Merci. Je repasse la parole à Jean-Philippe. Merci Pierre-Louis pour cet exposé. Je vais appeler Anne-Marie Maussan qui va nous parler de l'assimilation des musulmans. Merci. Oui, parce qu'avant de parler d'assimilation, il faut parler des problèmes de... Enfin, voilà. Tous les problèmes. Donc, pour qui se tient au courant des actualités, il y a un malaise avec l'islam, créant des problèmes et générant des inquiétudes que nous ne rencontrons pas avec les autres religions, puisqu'elles même occidentales, comme c'est le cas du bouddhisme. Plus qu'un choc des civilisations, c'est une confrontation de valeurs et de visions du monde diamétralement opposées à laquelle nous assistons avec l'islam, religion dont le centre du culte consiste à se conformer à la charia, fût-ce au prix de l'aliénation de la raison et des sentiments humains. Il est du reste pas anodin que le terme islam se traduise en français par soumission. Sur toutes les ondes, vous avez entendu parler d'islam et d'islamisme qui ne seraient pas la même chose, pas d'amalgame. Le poète kabyle Ferhat Meini a dit « L'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en mouvement. C'est une seule et même affaire, l'un et l'autre se réclament d'un seul et même Coran. » Et le mot islamisme a été inventé pour cacher la vérité sur l'islam, cette soumission à l'arbitraire théocratique. Sur les ondes, donc vous avez entendu parler d'islam, d'islamisme, et vous n'avez jamais entendu parler du socle de l'islam, vous n'avez jamais entendu parler du Coran, ou si peu, et jamais vous n'avez entendu parler du prophète Mahomet, sauf dans certains cas. Et voilà. Pourtant, en sortant de Charlie Hebdo, après avoir massacré les dessinateurs, les frères Kouachi ont crié « On a vengé notre prophète ». Et il faut savoir, au Pakistan, critiquer Mahomet est puni de mort. Cependant, il ne sert à rien de caricaturer Mahomet. Samuel Paty en a payé un prix trop cher. Il ne sert à rien de le critiquer non plus. Le simple récit de sa vie, les faits, rien que les faits, sa biographie, suffisent à déceler pour des yeux clairvoyants et honnêtes qui ne peut être un prophète au sens occidental du terme. Donc je vais parler un peu de sa vie, parce que sa vie, ses faits sont racontés dans les textes musulmans et qui ont toujours foi à ce jour. Mahomet est né à la Mecque en 570. Il prétend avoir la révélation d'un Dieu unique pour les Arabes, qui avaient alors 360 idoles dans la Kaaba. Les Juifs et les chrétiens avaient leur Dieu unique, il en fallait un pour les Arabes, pourquoi pas? Mahomet rencontre de l'hostilité à la Mecque, car c'est une ville de pèlerinage qui draine beaucoup d'argent, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il se réfugie à Médine et commence sa prédication. On le prend pour un sage. Il va révéler là ses talents de dictateur sanguinaire. N'ayant pas de revenus, il devient brigand, attaque des caravanes mécoises. Il massacre toutes les tribus juives de Médine pour prendre leurs biens et réduire les femmes et les enfants en esclavage. En effet, les Juifs ont refusé de se convertir à la nouvelle religion. Il va les combattre sans relâche, avec une haine féroce. Jusqu'à nos jours, il ne faut pas chercher ailleurs la source du nouvel antisémitisme qu'on cherche à coller à l'extrême droite.
Mahomet fait assassiner les poètes qui le critiquent, il organise d'innombrables razzias jusqu'à la reddition finale de la Mecque et la conversion totale de la ville ennemie, jusqu'à celle de son pire ennemi, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, et de sa femme Hind, qui, pour la petite histoire, avait mangé le foie de l'oncle de Mahomet, tellement il y avait de haine entre eux. L'ironie de l'histoire, c'est le fils de ce couple qui s'est converti par la force, qui deviendra un jour un grand calife musulman. Selon la belle formule du film culte Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change et que le pouvoir reste toujours au même. Sur les ondes, personne n'osera vous parler de la vie sexuelle de Mahomet, qui est pourtant au cœur de l'islam. Un peu de légèreté dans ce discours. Car qu'est-ce qu'une secte si elle ne sert pas à avoir des femmes? Mahomet se fait offrir comme épouse la petite fille de son meilleur ami. Il a 53 ans, elle en a 6. Il attendra qu'elle ait 9 ans pour consommer le mariage, alors qu'elle joue encore à la poupée. Il mourra dans ses bras, elle avait 18 ans, et une interdiction de se remarier. Mahomet était un homme très jaloux. Quel prophète et quel beau modèle, car il se qualifie de beau modèle dans le Coran. Ainsi, la pédophilie qu'on reproche aujourd'hui tant aux criminels prêtres catholiques est autorisée dans l'islam. Et c'est peut-être c'est dangereux de le dire, mais c'est un fait, il l'a fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Mahomet a mis dans son harem de nombreuses femmes, parmi elles 3 captives, dont il a massacré l'époux ou la famille la veille, et qui deviennent ses esclaves sexuels. Quel prophète et quel beau modèle! Le Coran, et donc le Dieu des musulmans, autorise la possession d'esclaves sexuels achetés au marché ou captifs de guerre, en nombre illimité, venant compléter les 4 femmes admises par la polygamie. Il fait même divorcer son fils adoptif pour prendre sa femme. Quel prophète et quel beau modèle! Suite à cet épisode, il fait interdire l'adoption en islam pour justifier sa conduite. Ces épisodes peu glorieux sont sanctifiés par des sourates du Coran. Allah lui-même, qui n'a plus jamais parlé à l'humanité depuis 1400 ans, est intervenu à plusieurs reprises dans la vie amoureuse de Mahomet pour régler ses litiges matrimoniaux. Oui, Dieu lui-même, le fameux Allah Akbar, s'est dérangé pour mettre de l'ordre dans son harem. Donc vous voyez que cet homme qui crée cette religion, qui est donc le prophète de millions de personnes sur notre sol, voilà quelle est la vie de cet homme, et voilà pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. Ensuite, voyons le Coran, le livre sacré des musulmans, qui a la particularité donc d'avoir été dicté par Dieu lui-même et qui ne peut donc absolument pas être modifié. C'est très important pour la France. Cela vient d'être rappelé récemment par l'université Al-Azhar au Caire, et un certain Mahmoud Mohamed Taha a été pendu au Soudan en 1985 pour avoir voulu extirper du Coran toutes les sourates appelant à la haine. Le Coran exige des musulmans qu'ils combattent les infidèles jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah. La guerre de conquête est constitutive du message coranique. Alors quelques sourates: combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association, c'est-à-dire croire en autre chose qu'en un Dieu unique, est plus grave que le meurtre. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve de sa part. Le feu sera leur refuge. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Pour être comparé avec l'Évangile. Donc, le Coran légitime l'esclavage, la loi du talion, la discrimination des mécréants et leur infériorité, la peine de mort pour les adultères et les homosexuels, la peine de mort pour ceux qui veulent quitter l'islam, sans coup de fouet pour tout rapport sexuel hors mariage. Sans oublier donc ces choses si attractives pour les suprémacistes masculins, que sont la pédophilie, la polygamie, l'esclavage sexuel, le viol des captives, la répudiation réservée aux seuls hommes, le droit de battre les femmes et de les enfermer. Et dans l'au-delà, qui compte plus à leurs yeux, surtout les islamistes évidemment, pas les musulmans normaux que nous rencontrons dans la vie quotidienne, donc dans l'au-delà qui compte plus à leurs yeux que la vie présente, 72 vierges qui les attendent dans un lupanar géant.
Donc, qu'il me soit permis de vous dire que la condition féminine est à mes yeux le talon d'Achille de l'islam dans notre monde moderne, et je suis persuadée que une flèche viendra les atteindre à ce point-là. J'en doute pas un instant. Alors l'assimilation. On assimile des individus, on n'assimile pas des groupes ethniques se comptant en millions de personnes, bigotes et formatées, obsédées par l'application de la charia, galvanisées dans leur obscurantisme par la richesse inouïe et corruptrice des pétromonarchies. De toute manière, on n'a même pas essayé de les assimiler, on s'est même glorifié de laisser les musulmans conserver leur identité au nom des droits de l'homme, jamais de la femme, bien sûr, et des idées gauchistes du pauvre immigré opprimé, éternellement innocent. Alors maintenant, on dit plus innocent, on dit atteint de pathologie psychiatrique. Comme ces innocents étaient très nombreux, ils ont conservé collectivement cette identité, ce qui les a amenés à faire société, à constituer une société particulière au sein de la société française, une société musulmane régie par des us et coutumes inconnus chez nous. On a laissé à ces millions de musulmans la possibilité d'importer en France les habitudes et les façons de penser et de vivre de leur pays d'origine, toutes choses incompatibles avec les valeurs de notre civilisation. Ils ont mission de ne pas s'assimiler, comme leur a conseillé le frère musulman Erdogan, président de la Turquie. Quand le président turc fait ça, c'est le signe des frères musulmans. Sourate 5, verset 56, « Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Mais à vous on dira, vivre ensemble. » Et une des valeurs de nos sociétés, particulièrement l'égalité homme-femme, si chèrement acquise et qui est une gloire pour nous. Dans le Coran, on dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées par rapport à celles-ci. Si vos femmes sont désobéissantes, exhortez-les, éloignez-les et frappez-les. » Donc nous avons une gloire pour nous, une société sans séparation rigoureuse des hommes et des femmes qui engendre tant de frustrations sociétales, économiques et sexuelles. Quand le premier souci des talibans après la conquête de l'Afghanistan cet été, en 2021, est de dresser la liste des filles en âge de copuler, il ne faut pas s'étonner que la famine règne au bout de quelques mois. Quand le Parlement égyptien discute en 2012 pour savoir combien de temps après la mort de votre femme vous pouvez avoir un rapport sexuel avec elle, on peut se poser des questions sur les modalités de fonctionnement du cerveau musulman par rapport au nôtre. Est-ce que nous avons besoin de cet islam-là chez nous? Quand il y a 6 mois en Égypte, toujours, les voisins ont balancé du 6e étage une jeune femme médecin parce qu'elle recevait chez elle un homme inconnu, est-ce que nous avons besoin de ce genre de conduite chez nous? Quand une thèse a été écrite il y a quelques années en Tunisie pour démontrer que la Terre est plate, conformément au courant, avons-nous besoin de cette science-là? Alors l'assimilation, quelques citations de Jean Lucide, Charles de Foucault en 1916. Les musulmans peuvent-ils être vraiment français? D'une manière générale, non. Plusieurs de leurs dogmes fondamentaux s'y opposent. Le seul moyen pour qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Aujourd'hui, je dirais qu'ils deviennent sécularisés, voire apostates. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. Jeannette Bougrave, ex-présidente de la HALD, moi fille de musulmans, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix pour la France que d'expulser l'islam de la cité, pour neutraliser la tentative des religions de substituer l'ordre théocratique à la démocratie républicaine. Monsieur Ouari Boumedienne, donc président à un moment de l'Algérie, en avril 1974, déclarait à la tribune de l'ONU « Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquéreront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. » Charles de Gaulle, enfin, essayait d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agiter la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions et après-demain 40? Et pour terminer, en citation encore comme un certain Éric, une petite phrase que j'aime bien mais à laquelle il faut réfléchir, vivre ensemble, il faut choisir. C'est une phrase de Renaud Camus, je la répète. Vivre ensemble, il faut choisir. Vous l'aurez compris, pas d'assimilation sans abandon de l'islam. Mais pour terminer sur une note positive, une citation de Mark Twain trouvée dans une papillote à Noël. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche.
Merci Anne-Marie. Alors, je vais demander à Philippe Acari s'il veut bien nous présenter son association Place d'Armes. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présenterai succinctement. Je m'appelle Philippe Acari, j'ai 67 ans. J'ai débuté très tôt dans la vie active en m'engageant dès 17 ans en 1972 pour l'armée de terre. Je dois tout à l'armée et à ce titre j'ai franchi tous les grades, un par un, jusqu'au grade de capitaine. J'ai eu la chance de servir dans de nombreuses et prestigieuses unités opérationnelles, notamment dans différents états-majors, troupes aéroportées, et même une année dans la Légion étrangère entre 1990 et 1991 au sein du 5e régiment étranger à Mureau. J'étais à l'époque adjudant-chef et j'avais 35 ans. C'était pour moi évidemment le très bon temps parce que j'avais une forme physique exemplaire. Parallèlement, j'ai également servi 5 fois en opérations extérieures telles que le Tchad, Sarajevo ou encore le Kosovo. J'ai pris ensuite une retraite et je me suis reconverti dans l'immobilier pour opérer et négocier sur Toulon. Actuellement, je suis responsable PACA et département du Var pour Place d'Armes. Pour résumer brièvement ce qu'est Place d'Armes, je dirais que c'est une association légale qui se revendique apolitique et qui ne prend parti pour aucun candidat à la présidentielle. À mes yeux, c'est à la fois une force et une faiblesse, et j'y reviendrai. À l'origine, Place d'Armes a effectué une première alerte solennelle qui s'est concrétisée par une lettre adressée au gouvernant, recevant l'approbation et le paraphe de 61 généraux, sans compter 27 000 signatures de militaires à la retraite, ainsi que plus de 100 000 citoyens civils. Cette missive a été rédigée par le capitaine de gendarmerie en retraite Jean-Pierre Fabre-Vernadac, qui a d'ailleurs rédigé plus d'une demi-douzaine d'ouvrages, dont voici le dernier, Les damnés de la France. Mais je préfère son sous-titre, Le lynchage des malpensants. Car en effet, les malpensants, vous les connaissez bien. C'est vous, c'est moi, ce sont ceux qui se rebellent contre la pensée unique et qu'on traite généralement de fascistes, car ils ont le défaut d'aimer la France. Les médias s'étant emparés de cette missive pour l'appeler finalement Tribune des généraux, afin bien entendu de créer le buzz, comme on dit aujourd'hui, aura pour effet de provoquer de ce pamphlet une immense publicité, où les politiques de la République en marche, ils n'étaient pas les seuls, totalement inexpérimentés et qui ne connaissent pas le terrain proprement dit, se sont permis de traiter nos généraux de la deuxième section de militaires en charentaise, sans compter les remarques désobligeantes à leur endroit du ministre des Armées, Florence Parly. Je considère personnellement qu'insulter nos généraux, fussent-ils en deuxième section, est une insulte à l'armée française dans sa totalité. J'ose espérer que nos frères d'armes et militaires d'actifs n'auront pas la mémoire courte quand il s'agira de déposer leur bulletin de vote dans l'urne en avril prochain. Donc, pour en revenir à Place d'Armes, vous pouvez retrouver les actualités de nos actions sur Internet. C'est tout simple, placedarmes.fr. Où vous y verrez notamment le manifeste Place d'Armes, excellemment rédigé et très explicite, intitulé « Pourquoi nous combattons ». Vous y verrez également que notre action n'est en aucun cas un appel à la guerre civile, comme le laissent entendre de manière détournée parfois les médias. C'est plutôt un lanceur d'alerte, pour éveiller les consciences de nos concitoyens à défaut de celles de nos gouvernants. En résumé, nous démontrons que nous allons dans le mur et que demain, le chaos est à nos portes, si nous ne faisons rien, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour cela, Place d'Armes part avec l'idée maîtresse suivante. Chaque civilisation est mortelle, et l'histoire en a donné assez de preuves. Les différents points de l'action Place d'Armes se définissent comme suit. Premier point, Place d'Armes énonce les dangers qui guettent la France. Deuxième point, l'hypothèse d'une guerre en France, qu'elle soit de nature civile, de religion, de guérilla larvée, etc. Troisième point, Place d'Armes met en avant le grand délitement de la France, en mettant en lumière que seule la communauté humaine, encore cohérente et résiliente historiquement liée au peuple, demeure l'armée française. Enfin, quatrième et dernier point,
Place d'Armes s'inscrit comme un groupe de pression, et c'est certainement là sa première vocation. Ceci me permet de faire la transition sur nos actions futures que nous souhaitons pérenniser chaque année. Nous avons le projet d'effectuer un déplacement de chaque département sur Paris pour le 19 mars prochain. Cette date du 19 mars 2022 correspond au 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Pour rappel, c'est en votant le 8 novembre 2013 la proposition de loi socialiste d'inspiration communiste que cette date a été officialisée en souvenir et en mémoire des victimes de conflit. Voilà, vous savez à peu près tout sur Place d'Armes. Maintenant, je vais quand même vous évoquer en quelques mots mon autre action, plus politique cette fois, compte tenu de l'étape cruciale des prochains mois, à savoir la présidentielle 2022. Je me suis effectivement engagé avec le parti Reconquête d'Éric Zemmour, où j'officie en particulier sur la première circonscription de Toulon. Il peut y avoir effectivement une incompatibilité entre mon engagement avec Reconquête et ma fonction apolitique de Place d'Armes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de remplaçant. Je pense qu'Éric Zemmour est notre dernière chance pour la France, même si les convictions de Place d'Armes sont de dire que nous ayons un président patriote ou pas, le chaos se présente inéluctablement devant nous. Cependant, personnellement, j'ai encore le droit d'espérer que la France n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Je me suis bien entendu procuré l'ouvrage d'Éric Zemmour, à la fois pour ma culture générale, mais je dirais également aussi par sens du devoir. Nous avons des personnalités patriotes en France, mais qui sont créditées de 1 à 3% dans les sondages. Souvent même, elles bénéficient très peu de plateaux télé, comme c'est le cas pour ce pauvre monsieur Asselineau, qui s'exprime uniquement sur Internet et à travers des conférences d'excellente qualité qui mériteraient débat. Mais voilà, monsieur Asselineau dérange beaucoup, et il est très difficile de nos jours de lutter contre la pensée unique. Et je rajouterai même totalitaire, pour pensée unique totalitaire. PUT. Ou pute. Pas très élégant, mais tellement vrai. Je reprocherai cependant à M. Asselineau une faute professionnelle grave, celle de n'avoir jamais écrit un seul livre synthétisant sa pensée. Pour en revenir à Éric Zemmour, il y a actuellement 8 instituts de sondage et un 9e qui a été créé récemment, dénommé Cluster 17, qui, avec Harris, donne à mon avis des résultats différents des autres instituts, jamais montrés sur les plateaux télé, et qui sont peut-être plus proches de la vérité en termes de sondage. Après-demain, samedi 22 janvier, Éric Zemmour tient un meeting à Cannes, à 18h15, auquel je me rendrai. Je suis attentif à ce que dit Éric Zemmour depuis plus de 15 ans. J'ai 3 enfants. J'ai dit à mon fils aîné David, il y a 19 ans, qu'Éric Zemmour avait raison sur son constat de grand remplacement. Il avait 20 ans à l'époque et disait que c'était des affabulations. Aujourd'hui, il a 39 ans, il travaille à Milan et reconnaît désormais qu'Éric Zemmour avait raison. Aujourd'hui, mon fils David est entre autres responsable Place d'Armes pour l'Italie. Comme chacun le sait, l'avenir appartient aux jeunes. Et quand je vois Stéphane Rigaud, ce jeune de 23 ans, qui a mis en sommeil ses études de droit pour défendre les amis de Zemmour, je suis empli de beaucoup d'espoir pour certains jeunes qui entrent en résistance. Et je rajouterai, les diplômes ne font pas l'intelligence. Connaître le terrain est tout aussi important. Voilà, j'en ai terminé. Et avant de passer la parole à mon prochain intervenant, M. Bernard Claudel du groupe Alliance du Peuple, je ne manquerai pas non plus d'évoquer le général de Richoux qui intervient juste après, simplement pour nous procurer son dernier livre, que je crois qui s'intitule « Avant qu'il ne soit trop tard », non seulement pour ma culture générale, mais aussi par sens du devoir. Merci pour votre attention. Merci Philippe. Effectivement, on va appeler M. Bernard Claudel Alliance du Peuple, son association, s'il va nous en faire un peu un résumé. Merci à vous. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis un homme de 72 ans avec 3 garçons. Je me suis lancé dans cette résistance il y a 3 ans. On a créé notre association en février 2019. Je ferais mieux d'aller à la pêche ou à la chasse, encore que j'aime pas qu'on tue les animaux, mais peut-être à la pêche. Je suis rentré là-dedans parce que j'ai trouvé inadmissible ce qui se passait en France.
Et comme à 72 balais, en général, on en a plus derrière que devant, je me suis dit, oui, j'ai une vie bien remplie. Je suis un enfant des cités, l'aîné d'une famille de 10 enfants. J'ai connu les mois où souvent on ne mangeait pas à notre faim. On mangeait jusqu'au 6, 8, 10 du mois. J'ai vécu dans une cité qui est pour moi la pire de France, ce qui a fait un enfant de moi, ce qui a fait de moi un enfant des cités, qui m'a permis de rencontrer dans toute la France, du nord au sud de la France, de l'est à l'ouest, des cités, et de fidéliser beaucoup de gens dans ces cités. Donc j'ai connu la faim avec mes frères et mes sœurs. J'ai connu les poubelles pour aller chercher à manger le soir. On y allait à minuit en général, pour pas se montrer. Et j'ai malheureusement, mais gardé une belle expérience, vécu 3 ans et demi dans une cave à la bricard. Alors cela m'a donné bien sûr une expérience. Je m'étais fait des promesses, je les ai plus ou moins réussies. J'ai élevé mes enfants dans la droiture, dans le respect, dans la patrie, pour la nation et bien entendu pour sa souveraineté aussi. Donc ce soir, je me présente au nom de l'Alliance du Peuple. J'ai été le seul président. Vous savez très bien que dans cette résistance, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette résistance pour des problèmes d'ego. Ils veulent tous être président de la République, ils veulent tous être ministres. J'ai écrit une lettre il y a 2 ans qui s'appelle J'accuse, justement, où je mettais en cause toutes ces personnalités françaises qui se disent de la résistance, parce que pour moi, aujourd'hui, effectivement, on est dans la résistance, mais pour moi, un vrai résistant, c'était Jean Moulin. Parce que lui, il avait des mitraillettes à tous les coins de rue qui l'attendaient. Nous, jusqu'à maintenant, on a des risques. Je remercie d'ailleurs le Covid, parce que le Covid nous a permis, et vous êtes là ce soir, je suis persuadé que si vous faisiez un recul sur votre vie passée les 5 ou les 10 dernières années, jamais vous seriez imaginé que vous seriez là ce soir dans ce restaurant pour parler de résistance. Donc c'est bien, je vous félicite à tous, parce que vous êtes, pour certains, je pense qu'on a le même âge, donc c'est bien ce que vous faites, et en tout cas, dans ce que j'ai entendu dans la présentation de Force Vive, moi ça me va. On a parlé des enfants, on a parlé de souveraineté, je pense aussi que la souveraineté monétaire serait peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on récupère.